C'est en cette froide soirée du jeudi 2 février 1933 que René Lancelin et son gendre quittent leur cercle pour retourner à leur domicile et ainsi prendre Léonie, la femme de René, et Geneviève, la fille de René et de Madame Lancelin, mais aussi la compagne du gendre de René, pour les emmener dîner chez des amis. Les deux hommes marchent dans cette froide soirée d'hiver et lorsqu'ils arrivent au 6 rue Bruyère dans le Mans, vont cogner à la porte. Mais aucune réponse. Ils frappent encore et encore, mais tout reste silencieux. Étonnamment, Léonie et Geneviève devaient être revenues depuis longtemps de leur virée shopping de l'après-midi même. Et les deux bonnes devraient également être à la maison. Et pourtant, en écoutant bien ce qui se passe à l'intérieur de la maison, c'est le silence total, le silence complet. Il fait noir, il n'y a aucune lueur de lumière ni de chandelle, et René commence à paniquer, à s'impatienter. Malheureusement, cette soirée-là, lorsqu'il est parti à son cercle, il a oublié ses clés. Il est donc embarré à l'extérieur de son propre domicile. Il frappe encore et attend. Mais personne ne vient. Aucun bruit, aucun son. La rue, elle est calme et silencieuse. L'homme décide de se rendre à la rue pour lever ses yeux vers la fenêtre de la chambre des bonnes, pour voir si du mouvement s'y fait. Et parmi cette noirceur, dans cette chambre, il aperçoit une lueur d'une chandelle. Les deux bonnes sont donc présentes. Mais pourquoi ne répondent-elles pas à la porte? Que s'est-il passé? Et là, René, ses pensées se mettent à zigzaguer un peu partout, à se demander si peut-être que Léonie ou Geneviève sont en danger, peut-être que les deux bonnes sont décédées, peut-être qu'un intrus est entré dans la maison. Et il faut faire vite, on ne sait jamais. C'est donc là que René et son gendre décident d'appeler le commissaire Dupuis qui enverra 2 agents et le greffier, M. Boutillier, sur place. Lorsque les 3 hommes arrivent, ils vont frapper et cogner à la porte, mais aucune réponse. Ils vont tenter d'ouvrir cette porte, mais en seront incapables puisqu'elle est verrouillée. Ils vont donc tenter, à une autre reprise, d'ouvrir la fenêtre de la cuisine qui se situe à côté de celle de la porte. Mais ils en sont également incapables. La fenêtre est elle aussi verrouillée. Ils n'auront donc pas le choix. Ils doivent défoncer cette porte. Et lorsqu'ils la défoncent, ils entrent dans cette maison qui est froide, qui est silencieuse et qui est sombre. Ils vont tomber nez à nez avec ce qui semble être une bille qui traîne là dans l'entrée, étonnamment. Mais plus ils s'approchent de cette bille, et plus les 3 hommes se rendent compte que c'est pas vraiment une bille, c'est un œil humain. Malgré cette vision d'horreur, les hommes vont continuer d'entrer dans la maison et vont atterrir dans la cuisine. Ils feront la découverte d'une des scènes de crime les plus connues en France, celle qui a déferlé la chronique et celle dont tous les journaux se sont emparés pour décrire ces sœurs, ces 2 bonnes, de monstres, de folles, ou encore pour les victimiser. Les 3 hommes debout dans la cuisine regardent les corps, les cadavres attentivement. Ils ont été tailladés avec un couteau, martelés avec un marteau. Ils ont été éviscérés et complètement défigurés. Le médecin légiste constatera à une bouillie sanglante. Ces meurtres, ces 2 meurtres, furent d'une violence inouïe, une violence qu'on a rarement vue dans le Mans à cette époque. Tandis que René et son gendre sont toujours dehors, les 2 agents et le greffier refusent que ces hommes entrent dans la maison et tombent nez à nez avec les corps de leurs proches. Les 2 hommes doivent donc rester sur le bas-côté de la porte et attendre. Malgré la découverte de ces 2 corps, des 2 maîtresses de maison, les agents et le greffier doivent continuer de faire la fouille. Il manque tout de même 2 femmes à l'appel, peut-être qu'on va les retrouver, et donc ils décident de faire le tour et montent au 1er étage. Rendus au 1er étage, ils vont donc entrer dans la première pièce d'où la porte était fermée.
En entrant dans cette pièce, il fait toujours sombre et toujours froid. Il y a une petite lueur, une petite lumière, c'est une chandelle. Les hommes vont arriver nez à nez avec deux jeunes femmes, qui sont couchées, collées serrées l'une contre l'autre, dans un lit étroit, habillées d'une longue robe de nuit blanche. Ces deux femmes les regarderont attentivement, en silence. Puis l'une d'entre elles osera ouvrir la bouche et dira « C'est nous. Nous avons tué ces femmes et nous ne regrettons rien. » Vendredi le 3 février 1933 apparaîtra dans le journal défrayant la chronique, je cite, « Une mère et sa fille sont tuées sauvagement à coups de marteau par leurs deux jeunes bonnes. » On écrira également « Un crime d'une atroce sauvagerie commis dans le Mans. » Samedi le 4 février, donc le surlendemain des meurtres, il apparaîtra que les deux jeunes femmes qui avaient fait ensanglanter la demeure d'une vieille famille sartoise, parfaitement connue et considérée, étaient maintenant à la prison du Vert-Galant. Restées assises sur leur lit, de la nuit, elles n'ont point dormi. Leurs visages seront alors révélés au grand public pour la première fois. Un portrait, un magnifique portrait des deux femmes qui avaient visiblement été volées dans la chambre des deux bonnes lors de la perquisition le lendemain du crime, soit vendredi le 3 février. C'est un portrait magnifique où l'on voit tous les traits des visages des deux bonnes, Léa et Christine Papin. On dénotera que ces deux jeunes femmes sont les victimes d'une société bourgeoise qui profite de la naïveté et du manque d'éducation de jeunes filles. D'autres membres de la presse vont s'emparer de ce dossier et vont décrire les sœurs Papin comme de vraies criminelles, des dangereuses, des folles, voire des aliénées. Et dans chacun de ces journaux, on peut constater qu'il y a deux camps. Ceux qui disent que les sœurs Papin sont des victimes et ceux qui disent que les sœurs Papin sont les criminels de cette affaire. En effet, à cette époque, beaucoup de familles bourgeoises engageaient des jeunes femmes qui n'avaient point d'éducation, point de famille, qui étaient pour la plupart délaissées seules ou encore qui étaient vendues temporairement par leurs propres parents. Pour les journaux qui la décrivent comme de vraies victimes, on y dénotera ce portrait qui apparaîtra dans ces journaux. Le portrait des deux sœurs, très magnifique, et tandis que les journaux qui les décrivent comme étant de réels criminels, des folles, des aliénés, auront donc comme présentation la photo des sœurs Papin qui ont été prises le lendemain des crimes, soit lors de leur arrestation. Ce sera donc deux portraits complètement différents et deux descriptions des deux sœurs complètement différentes aussi. Mais quelle est la vérité dans cette affaire des sœurs Papin? Étaient-elles folles? Étaient-elles victimes? Avaient-elles des troubles de santé mentale? C'est ce qu'on va tenter de découvrir au fur et à mesure de la vidéo. L'histoire des sœurs Papin débute en octobre 1901 lorsque Clémence et Gustave se marient. Gustave est un homme faible, un homme sans caractère et un homme alcoolique. Clémence est les volages, infidèle et très peu maternelle. Le couple se marie puisque Clémence est déjà enceinte de sa première fille, Emilia Clémence Papin. Clémence donnera naissance à Emilia le 12 février 1902. Christine Germaine Clémence Papin voit le jour le 8 mars 1905, tandis que sa toute petite sœur, donc la dernière Papin, Léa Papin, voit le jour le 15 septembre 1911. Jusque-là, la famille Papin vivait très humblement. Ils n'étaient ni riches ni très pauvres, mais l'histoire de cette famille basculera en 1912 lorsque Emilia ira voir Clémence pour lui avouer que son papa se rend dans sa chambre le soir et profite d'elle. Clémence Papin, dans son troublement, demandera le divorce qui sera officiellement prononcé l'année suivante, soit en 1913. Dans cette affaire de divorce, l'inceste ne sera jamais mentionné, mais Gustave prendra la fuite et plus jamais on ne le reverra. Pour la consoler, ou plutôt pour la punir, Clémence enverra Emilia, sa jeune fille, qui vivait des abus depuis quelque temps déjà, l'enverra dans une maison de correction, soit chez les religieuses. Emilia renouvellera ses vœux jusqu'en 1933, l'année où les meurtres de ses sœurs éclateront dans les journaux. Et par la suite, plus aucune nouvelle d'Emilia Papin.
De 1913 à 1926, soit tout au long de l'enfance de Léa et de Christine, elles ne seront point élevées par leur propre mère Clémence. Clémence les enverra soit chez les religieuses, en orphelinat ou encore chez les membres de leur famille. Puis par la suite, elles seront placées chez les religieuses, tout comme Emilia. Lorsque Christine a 22 ans, Clémence la placera comme cuisinière chez les Lancelin. Et pour y répondre, Christine suppliera les Lancelin d'engager également sa petite sœur Léa, âgée de 15 ans. Léa sera donc à partir de là engagée comme femme de chambre chez les Lancelin. Dès l'embauche de Léa, Léonie Lancelin, la maîtresse de la maison, donnera une seule consigne. Les employés de maison n'entretiennent aucun lien avec Madame Lancelin. Madame Lancelin donne les ordres à Christine qui, elle, doit les donner à sa sœur et aux autres employés de la maison. Parlons un peu de la famille Lancelin, qui est considérée de René Lancelin, le père, qui est un ancien avocat qui était également un notable, de sa femme Léonie Lancelin, de Geneviève Lancelin, la fille du couple, et le mari de Geneviève Lancelin, Monsieur Renard. Lors de leur interrogatoire, Christine et Léa décriront Léonie Lancelin et Geneviève Lancelin comme très autoritaires et très exigeantes, mais décriront Monsieur Lancelin comme très doux, très gentil et très docile. Les voisins des Lancelin ainsi que les anciennes familles qui avaient déjà engagé Christine et Léa Papin vont décrire les deux jeunes bonnes comme étant des femmes très calmes, qui ne faisaient pas de vagues et qui ne sortaient pas non plus de la maison. Elles étaient là pour travailler, et c'était ce qu'elle faisait. Elle n'avait donc aucune vie sociale, aucun cercle social, aucun ami, et ne vaquait pas réellement à d'autres occupations que leur emploi. C'est quand même assez étrange pour leur âge. Dans la vingtaine, on vit, on existe, on tente des choses. À cette époque, c'était peut-être moins intense qu'aujourd'hui, mais tout de même, les deux femmes n'avaient aucun hobby. Elles étaient dans la maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles ne demandaient aucune sortie, ce qui va peut-être engendrer ce qui va arriver par la suite. Malgré la description faite de Christine et de Léa, celle de Christine, elle est un peu plus ambiguë. Certains voisins dénoteront que Christine était très étrange et très irritable face aux remarques que Madame Lancelin pouvait faire à l'égard de leur travail. Malgré certaines critiques, on note dans les archives qu'en 1929, Léonie Lancelin aurait envoyé une lettre à Clémence demandant à ce que ces deux filles restent à l'emploi encore pour plusieurs années. Un genre de contrat à vie peut-être, parce que les deux filles étaient parfaites. Elles n'avaient rien de négatif à dire. Les deux filles vont voir dans cet acte un acte d'amour, un acte qui prône un geste de compassion, mais également d'affection. Et à partir de 1929, Christine et Léa appelleront donc Léonie Lancelin maman. On sait que cette année, la même année, soit en 1929, il va y avoir une rupture entre Clémence, Christine et Léa. Christine et Léa recevront une lettre de Clémence, mais n'y répondront jamais. Cette lettre a également été retrouvée dans la chambre des deux filles Papin la journée de la perquisition du domicile des Lancelin. Mais que disait cette lettre? Cette lettre évoquait l'inquiétude de Clémence face à la relation que Christine et Léa avaient avec la famille Lancelin. En effet, Clémence mentionnait dans cette lettre à Christine et à Léa de faire attention à la famille Lancelin parce que celle-ci voudrait peut-être les envoyer chez les religieuses et qu'il ne fallait pas que ces filles aillent chez les religieuses. Clémence demande donc à Christine et à Léa de quitter le domicile, de partir, d'être libre, de quitter la famille Lancelin. Clémence parle également de son inquiétude face à la relation que les deux filles entretiennent avec la famille Lancelin. En effet, Clémence est séparée de ses filles, elle n'a aucune emprise maintenant que ses filles travaillent pour la famille Lancelin. Les sœurs Papin aiment bien René Lancelin, appellent maman Léonie Lancelin et elles s'entendent assez bien avec Geneviève Lancelin, ce qui crée peut-être une genre de jalousie et de l'inquiétude, une panique. Et c'est là que Clémence va écrire cette lettre en 1929 pour dire aux filles de partir, de quitter la famille Lancelin, que les Lancelin veulent les envoyer chez les religieuses, veulent les envoyer dans un centre de correction et que ces filles soient là pour toujours. Et je pense que c'est justement cette lettre qui va
mettre une énorme distance entre les sœurs Papin et leur mère Clémence. Environ 2 ans plus tard, soit en 1931, étonnamment, Christine et Léa se rendent à la mairie pour demander au maire de les libérer. En effet, la famille Lancelin les persécute et les séquestre. Le maire mentionnera que c'est plutôt du pouvoir du commissaire de régler cette affaire. Les 2 femmes vont donc quitter la mairie et le maire mentionnera lors d'une interview que cet acte, bien qu'il soit isolé, lui inquiétait que les 2 jeunes femmes étaient en train de vivre une folie, étaient en train de devenir folles. On sait que le procès des 2 sœurs Papin aura lieu le 28 septembre 1933 aux Assises du Mans et qui ne durera qu'une seule journée. Tandis qu'au départ, Léa et Christine disaient être les auteurs du crime. En juillet 1933, donc un peu avant le début du procès, Christine va s'accuser maintenant tout entière d'avoir commis les meurtres et que Léa n'a absolument rien à se reprocher. Et pourtant, on sait très bien que c'est les 2 filles qui ont commis les crimes. La reconstitution des faits. Il est 17h30 lorsque Léonie Lancelin et sa fille Geneviève Lancelin reviennent au domicile, 6 rue Bruyère, après une journée virée shopping. À un moment, Christine avise madame que le fer à repasser avait fait sauter les fusibles de la maison, d'où le pourquoi il faisait extrêmement noir dans celle-ci. Madame Lancelin aurait alors fait des remarques désobligeantes face à la situation et Christine serait entrée dans une colère noire, une colère presque psychotique. Elle saute alors sur Geneviève en la martelant avec un pichet d'eau au visage et lui arrache un œil par la même occasion. Léa descend de l'étage et voit Christine qui est en train de faire littéralement un massacre. Christine lui dit d'arracher les 2 yeux de Léonie. Celle-ci va s'exécuter, lui arrache les yeux. Les 2 victimes seront martelées de coups au visage et Léa va prendre un couteau de la cuisine pour mutiler les victimes après leur mort, mais tous les coups mortels seront portés par Christine. En effet, les 2 filles vont plaider la folie. Pendant le procès, 3 experts viendront à la barre et la maladie mentale sera donc écartée. En effet, les 2 sœurs Papin ne présentent aucun symptôme de maladie mentale, ni de folie et ni de psychose. Le verdict sera rendu après seulement 40 minutes de délibération et Christine Papin et Léa Papin seront reconnues coupables du meurtre. Après son incarcération à la prison, la santé mentale de Christine va vite se détériorer. Elle va sombrer de plus en plus et en plus éloignée de sa sœur, elle aura donc la difficulté à dormir, à manger et à parler. On sait qu'à un moment donné, Léa va venir lui rendre visite pour essayer de consoler sa sœur et de lui redonner un peu la foi. Mais ça ne fonctionnera pas. On sait que Christine sera transférée à l'asile où elle décédera en 1937. Léa va purger sa peine de travaux forcés pendant 10 ans et par la suite, elle va déménager et va vivre dans l'anonymat la plus totale. Ou enfin, c'est ce qu'on a dit. Et pourtant, lors de mes recherches, je me suis rendu compte que Léa Papin ne s'était jamais cachée et n'avait pas changé de nom. Elle gardera jusqu'à sa mort son nom de Léa Papin, mais par contre, elle ne reviendra jamais dans le Mans et elle ira beaucoup plus loin. On sait qu'en 2000, elle va tomber malade et elle sera hospitalisée à l'hôpital, puis elle va décéder en 2001 à l'hôpital également. L'affaire des sœurs Papin reste encore aujourd'hui énigmatique. On se pose encore beaucoup de questions sur leur santé mentale à cette époque, à l'époque des crimes. Que s'est-il réellement passé jeudi le 2 février 1933? La réponse, la véritable réponse, on ne la saura jamais. Parce que toutes les personnes qui faisaient partie de cette affaire sont aujourd'hui décédées ou presque. Et même les enquêteurs encore aujourd'hui, chacun ont leur opinion de cette affaire. La réalité, la vérité, on peut toujours apposer des analyses ou encore essayer de répondre à certaines questions. Mais selon moi, cet acte, ces meurtres n'étaient pas prévus. Tout d'abord, dans mes recherches, lorsque j'ai vu que Christine et Léa avaient arraché les yeux des victimes, selon moi, c'était un acte qui était d'une colère, d'une vengeance très noire et très sombre, mais très soudaine. Lorsqu'on prépare un crime, il est extrêmement rare qu'on va également préparer d'arracher à main nue les yeux de quelqu'un. Lorsqu'on arrache une partie du corps de quelqu'un à main nue, c'est souvent par la colère, par une genre de psychose qui envahit notre cerveau en une seule fraction de seconde. Puis, on sait que plusieurs objets, plusieurs armes du crime ont été également utilisés. Un pichet d'eau, un marteau, un couteau. Et le couteau,
Léa, elle est allée dans la cuisine pendant les meurtres pour prendre le couteau. C'était pas quelque chose de prévu. Je pense que Christine avait déjà commencé à avoir des troubles de santé mentale et que cette journée-là, ce fut la goutte qui fut débordée le vase lorsque Léonie Lancelin lui fera des reproches sur le fer à repasser de la maison. Et cette goutte d'eau-là va mener à l'un des crimes les plus mystérieux et les plus énigmatiques. Et puis, pourquoi était-elle couchée dans le lit? Je pense que après cette rage, l'adrénaline redescend et les deux filles se rendent compte qu'elles n'ont nulle autre place où aller. Elles ne peuvent aller chez leur mère puisqu'elles ne parlent plus à leur mère. Elles n'ont pas de petite amie, elles n'ont pas d'amis. La seule option, c'est de rester couchées dans le lit jusqu'à ce que les agents les découvrent. Et de toute façon, en prison, qu'ont-elles à perdre? Qu'elles soient chez les Lancelin ou en prison, elles sont tout de même en prison. Elles n'ont aucune vie sociale, aucun hobby. Elles ont dédié leur vie à leur travail et aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Je pense que Christine était peut-être un peu plus la tête pensante et que Léa était la suiveuse. Je pense en effet que Léa était très manipulable. Je pense que Christine, lors de cette folie-là, a simplement ordonné à Léa d'arracher les yeux, d'éviscérer ses victimes. Et Léa s'est exécutée sans se poser de questions. Dans cette affaire, on parle beaucoup du lien qu'il y avait entre les deux sœurs Papin, soit Christine et Léa. Elles étaient très fusionnelles et presque incapables de vivre l'une sans l'autre, un peu comme des jumelles, un peu comme si elles avaient partagé le même ventre au même moment. On parle ici souvent de syndrome fraternel. Dans le syndrome fraternel, il y a autant d'amour que d'haine entre un frère et une sœur, deux sœurs ou encore deux frères. Ici, dans cette affaire, on sent qu'il y a énormément d'amour, même que l'une ne va pas sans l'autre. Christine et Léa ne sont qu'une ensemble. On sait qu'à un moment donné, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, Christine, à un moment, va prendre l'entière responsabilité du crime, tandis que la scène de crime nous démontre autre chose. Léa a participé. Léa n'a pas dit non, elle n'est pas allée voir la police, elle n'a pas tenté non plus d'aider Léonie Lancelin et Geneviève Lancelin. Alors à ce moment-là, on peut se demander, Christine avait-elle une si grosse emprise que ça sur sa sœur? Mais je pense que oui. Je pense qu'au travers de toute cette affaire-là, il y a autant de haine entre les deux sœurs que de jalousie, mais également que de protection et d'amour. C'est ce qui a causé, je pense, tout ce crime et ce drame. On mentionne également la jalousie qu'auraient pu éprouver les filles envers Léonie et Geneviève. Léonie et Geneviève étaient deux femmes qui étaient aisées grâce au travail du père de famille, donc de René Lancelin. Avait-elle, au fur et à mesure du temps, commencé à éprouver une certaine jalousie, une certaine envie peut-être? La vie que les deux sœurs Papin avaient n'était aucunement ressemblante à celle que Léonie et Geneviève avaient. Elles ont été abandonnées par leur mère, elles ont été abandonnées par leur père, elles ont vécu toute leur enfance dans des centres religieux, des orphelinats et dans la famille proche. Elles ont vécu sans amour, sans je t'aime, et tout ça, au fur et à mesure de l'enquête, ça va être mentionné. Leur passé familial, leur mode de vie reclus, leurs relations fusionnelles entre elles, mais également la haine éprouvée par Madame Lancelin, donc Léonie Lancelin et Geneviève Lancelin. Les deux sœurs étaient-elles jalouses au point d'assassiner Geneviève? On sait que Geneviève était la fille de Léonie Lancelin, donc je pense que Christine et Léa, je pense que d'une façon ou d'une autre, Christine et Léa se sont un peu identifiées à Geneviève, qui avait à peu près le même âge et qui était la fille de Léonie, tandis que Christine et Léa sont des filles également de Clémence. Et je pense qu'il y a une certaine jalousie qui s'est mise de Christine et Léa à Geneviève et également une rancune face à Léonie, qui est la mère et qui donne tout à sa fille, qui s'occupe de sa fille, qui part magasiner avec sa fille, ce que Christine et Léa n'ont jamais eu de la part de leur mère Clémence. Alors sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner, vous pouvez partager les vidéos de la chaîne et vous pouvez également commenter, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!